Dans les épisodes précédents, nous avons suivi 3 jeunes reporters, Alexandra, Aisling et Julie, en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs. Elles ont rendu visite à des projets de développement soutenus par la coopération belge au développement à travers des ONG comme Caritas, Louvain Coopération, les Mutualités chrétiennes, l'Ordre de Malte ou encore Entraide et Fraternité. Ce sont des projets appuyés par Entraide et Fraternité que vont découvrir ici 2 autres reporters, mais sur d'autres continents. Pauline, qui visitera le Pérou, et Erika, tout d'abord, qui se rend au Vietnam. Le Vietnam. Pour beaucoup, ce nom évoque encore une guerre de lutte pour l'indépendance entre 1955 et 1975, où les intérêts des grandes puissances, France, États-Unis, Chine, Union soviétique, se sont affrontés par les populations vietnamiennes interposées du Nord et du Sud Vietnam. I was not even born when this horrible war ended. My name is Erika. I live in Lithuania. I work at the National Democratic Institute for International Affairs, organization supporting democratic institutions and efforts in the world. I am interested in discovering the other face of Asia, Vietnam in particular. It is a state with remaining communist government, and I wonder, is it present in the everyday life of simple citizens and villagers? The life invisible for regular travelers' eyes is what I am looking for, as I know that with spectacular landscapes come endless challenges that people have to cope with. Life in the cities is modern. Streets are full of busy people, trading, chatting, driving. Citizens have access to basic communications. They can enjoy the comfort of developed infrastructure. They have hot running water. But as soon as you drive off the main road, you discover a totally different reality. People live a very simple rural life where a main question is the one of survival, securing enough of food for the family, improving the household, so the life would be at least a bit easier. Erika se rend dans le nord du pays, à quelques kilomètres de la frontière chinoise, une région où vit une minorité ethnique et où Entraide et Fraternité soutient des programmes de sécurité alimentaire. L'action d'Entraide et Fraternité y est mise en place par une ONG vietnamienne, CECID, le Centre pour le développement socio-économique et environnemental. Để đâu? Hả? Để đâu hay là để đi? Đấy nào được tiến ra tiến vào hết. Cứ làm. Au Vietnam, tout commence et se termine par une tasse de thé. Actuellement, nous sommes dans le hameau de Hợp Đường, village de Liên Sơn, district Chi Lăng, province de Lạng Sơn. Voilà, c'est-à-dire depuis quelques années, ce site a réalisé le projet pour aider les paysans ici à voir comment la nouvelle technique qui s'appelle le système du riz intensif. Voilà, c'est-à-dire ça donne beaucoup de rentabilité parce qu'au début, il y avait seulement une partie de familles qui ont participé de ce projet, mais là, jusqu'à maintenant, il y a 118 familles sur 149 familles ont participé à ce projet. Tức là tôi xin trả lời trước là bên chủ đầu tư cái dự án này từ đầu đến bây giờ đã
đầu tư cho bà con những khoa học kỹ thuật như chăn nuôi sạch, xong là trồng sen canh với cái ươm cây, xong là kỹ thuật cấy lúa theo phương pháp SLI, xong là ủ phân vi sinh, xong là tập huấn về chế biến tre trúc. What your organization, CSCID, developed in this village, agricultural techniques? CSCID project support this village on agriculture production in an environment-friendly manner. For example, we organized the training on SRI. It's the system for rice intensification. Ce système de riziculture intensive consiste à repiquer le riz à un stade très jeune, lorsqu'il ne possède encore que 2 feuilles, dans une terre humide mais pas inondée, ce qui favorise un bon développement des racines. Il fallait aussi convaincre les paysans qu'en repiquant moins de plants de riz au mètre carré, cela permettrait d'améliorer les rendements, car le riz reçoit plus de lumière et plus d'oxygène. Enfin, en plantant le riz dans des alignements, le paysan peut désherber manuellement plus facilement et éviter l'utilisation d'herbicides. Il faut aussi apprendre à gérer l'eau dans les rizières. En effet, au cours de sa croissance, le riz n'a pas toujours besoin de la même quantité d'eau. L'adduction d'eau dans chaque rizière est réalisée par l'intermédiaire de canaux d'irrigation qu'il faut entretenir tout au long de l'année. Nous sommes dans la région montagneuse. Partout, il y a des collines. En bas, il y a la rizière. C'est pourquoi les villageois, les habitants ici qui ont construit leur système pour amener l'eau jusqu'à la rizière. Et pour amener l'eau, tout d'abord, il faut construire des barrages sur les petits ruisseaux. Et on peut maintenir le niveau de l'eau dans la rizière. Il y a une partie de terre assez élevée, on n'a pas suffisamment de l'eau pour cultiver le riz. C'est pourquoi nous avons expliqué aux habitants de planter les autres plants auxiliaires comme le cacahuète, le haricot vert ou bien le maïs. And then last technique is to promote compost or biofertilizer for the SRI and use the IPM technique to control the pest. The IPM is integrated pest management, which help the farmers to identify the good insect or good pests, which can kill other pests. So by this way, chemical pesticide is also reduced. Après la récolte, il reste à séparer le riz de son enveloppe et à le nettoyer jusqu'à l'obtention d'un beau grain. Pour ces étapes, CSCID a également apporté son soutien en aidant les familles à investir dans différentes machines. Toutes ces activités mises en place par CSCID, depuis les formations techniques pour produire des aliments plus sains avec de meilleurs rendements dans une perspective d'agriculture durable, jusqu'à la création de coopératives agricoles donnant aux paysans un accès au marché. Ces activités permettent à ces 150 ménages de faire valoir leur droit à une alimentation correcte et à des revenus décents. Et par effet boule de neige, des habitants de villages voisins qui observent les nouvelles méthodes les appliquent eux aussi dans leur propre village.
Erika se rend dans la commune voisine pour y découvrir une autre activité très répandue au Vietnam et soutenue également par CECID, les plantations de thé sur les flancs de collines. Il y a beaucoup de montagnes. C'est pourquoi les habitants qui n'ont pas suffisamment de terre pour cultiver pour la rizière. Mais par contre, ils ont des collines, des flancs de collines. Il y a beaucoup de terre là, mais c'est très bien pour planter le thé. Et avec le projet de CICET, voilà, on a expliqué ou bien comment utiliser les terres sur les collines. Et d'autre part, ils ont fourni aussi des machines pour faire sécher le thé, pour la consommation locale, mais d'autre part, les gens qui peuvent vendre au marché pour gagner un peu plus le fruit. Bươn pẹt đầy mu đầy lợn nương thôi, hết ít tí cả mu cả năm leo đầy pẹt cào xếp cân thế này thôi. Mi hết ta nghe ta vơ tô xa là vơ hết cống thế này vơ hết vơ đắm nà các kiểu cháy mọi phân mọi nghề đầy tắc tạm thế này. It seems that a lot of hard work has been done in helping the communities to improve their life quality, educating them, showing them new, better opportunities. But is it enough of one organization for all this work? A project of development usually involves different actors like population, local or international NGOs, donors, local government. But how is it possible to combine so many interests? Le premier critère, c'est l'implication des bénéficiaires, c'est la demande des gens dans le Sud. Alors, il y a d'autres critères que nous mettons en œuvre, enfin, que nous appliquons au niveau de l'entraide des fraternités. Donc, il y a partir de la demande des gens, l'importance de la participation des bénéficiaires, l'importance aussi du lien social, il faut que ces projets impliquent un maximum de gens, l'importance aussi de la remise en cause des structures. Donc donner à manger aux gens c'est bien, mais si le projet va plus loin pour interpeller les pouvoirs publics, c'est mieux. Et au-delà, si le pouvoir politique vous dit je n'ai pas les moyens, ce qui est le cas évidemment dans la plupart des pays, interpeller le fonctionnement de l'économie et des rapports nord-sud qui font que cet État est appauvri et n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de sa population. Il est temps de quitter le Vietnam et l'équipe du CECID. Car à 20 000 km de là, sur le continent sud-américain, une autre reporter, Pauline, se prépare à rendre visite à d'autres projets soutenus par Entraide et Fraternité. Le Pérou. Chaque jour, des milliers de personnes parcourent les sites historiques et naturels de ce pays qui offre une grande variété de beauté et de mystères, de la forêt amazonienne jusqu'au sommet du Machu Picchu. Je m'appelle Pauline, j'ai 23 ans. Ma sensibilité et ma formation en psychologie et musicothérapie ouvrent mon regard sur la richesse du monde intérieur de l'être humain. Et ça m'amène à partir à la rencontre des réalités du monde. J'ai vécu une année de volontariat à 18 ans dans une ONG au Chili et ça m'a mise en contact avec une population en grande précarité. Et depuis, je continue à m'interroger sur comment s'organisent les populations pour faire émerger d'elles-mêmes, mais aussi avec des aides extérieures, des moyens créatifs pour aller de l'avant, pour grandir vers une qualité de vie digne de tout être humain. Pauline se rend dans la banlieue de Lima, à San Juan de Lurigancho,
qui constitue le district le plus peuplé du Pérou, mais aussi de toute l'Amérique du Sud. Elle est accompagnée par des membres de l'association Calpa qui travaillent au développement d'un quartier de cette zone avec le soutien d'entraide et fraternité. Ici, les habitants sont confrontés à un manque réel de place. Ils ont investi les collines environnantes qui sont constituées de roches sans arbres, sans végétation. Il faut faire sauter la roche à la dynamite pour aplanir le sol et y construire sa maison. Sur ces collines, il n'y a ni eau, ni égout, ni électricité et les chemins d'accès sont difficiles. Acá verás una escalera, hacia allá hay otra de subida que ves, es la última escalera del lado de allá. Esa es, hasta ahí es 24 de diciembre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, doña Marta? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Los cambios en la historia que he leído de la evolución de los pueblos, tanto de Europa como de los de Asia, he notado que los cambios nacen desde abajo. Cuando comienza a verse la población busca mejorar, salir adelante organizando, reconociendo sus capacidades, sabiendo sus potencialidades y diseñando una estrategia con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Esa es la única manera. Calpa a pour objectif de renforcer les capacités des communautés locales pour que celles-ci prennent en main leur propre développement. Elle a mis en place une stratégie de comunidades saludables, des communautés en bonne santé. Sur ces collines, Calpa a beaucoup investi dans une communauté portant le nom de Communauté du 24 décembre. Calpa viene trabajando aquí desde el 2005. Ya viene trabajando desde la estrategia de comunidades saludables acá en la comunidad 24 de diciembre. Entonces, comunidades saludables, la estrategia era de implementar las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida y que eso se forme como una comunidad saludable en cuanto a lo que son los servicios básicos, ¿no? Que era el agua, desagüe, accesibilidad a la comunidad, ¿no? Como las escaleras, que actualmente están, pero años atrás no lo estaban, ¿no? El acceso era muy difícil. También los baños, ¿no? El desagüe. Anteriormente la comunidad no tenía un servicio de desagüe, simplemente tenía un silo que consistía en hacer un agujero a la roca y es ahí donde las familias hacían sus necesidades, ¿no? Entonces, luz tampoco tenían, ¿no? La comunidad no tenía luz, tampoco tenía agua en su casa, ¿no? Sino que tenían que traer agua desde Santa Rosa del Sauce, que es la comunidad que está abajo, ¿no? Quand ces conditions de vie de base ont été assurées, le travail de Calpa s'est focalisé sur le groupe de la petite enfance. L'enjeu est que les enfants de moins de 5 ans puissent recevoir une alimentation saine, une éducation, puissent être en bonne santé, avoir des possibilités de jouer et être en sécurité. Es cierto que ahorita estamos viendo el tema de primera infancia, que es el tema que estamos desarrollando, que nos parece muy importante, que gracias a ello los chicos van a tener nuevas capacidades a futuro, van a tener herramientas para poder enfrentarse a los retos que vienen, ¿no? en educación, en salud, en la misma parte laboral y a futuras familias que puedan tener, ¿no? También. Dans le local de la communauté, des formations sont données à l'attention des mamans. Une nutritionniste du centre de santé publique tout proche vient leur expliquer comment s'alimenter de manière équilibrée. Quels aliments donner à leurs enfants et pourquoi. ¿En qué este proyecto te llena en tu vida? Pues somos nosotras las mamás que cocinamos, ¿no? Todos los días y depende de nosotros que ya tengamos un niño sano y fuerte para que mañana más tarde pueda él tener todo lo que un padre le da, ¿no?
que son los alimentos, los nutrientes, todo, y saben mucho. Y me encantó la charla, está muy bonita. Actualmente trabajo en un centro de salud de acá de la zona. Y bueno, mi trabajo es básicamente orientar a la población acerca del consumo adecuado de los alimentos. Nuestra población es una población que tiene poca información acerca de cómo alimentarnos, siendo un país que tenemos muchos recursos naturales, ¿no? Pero también la baja economía hace que las personas sea un problema la alimentación, ¿no? Y entonces es importante que las mamás puedan conocer más sobre la alimentación, sobre los alimentos, para que puedan mejorar la alimentación en su casa. Aquí he experimentado una ayuda con otras mamás y compartir sus sugerencias de ellas y contra mí compararlas y ser mejor, ¿no? De repente yo sé menos, de repente ella sabe más y poder formar un solo grupo y hacerlo mucho mejor. Y sale mucho. À côté des conférences sur l'alimentation, existent aussi les cantines, où les enfants peuvent recevoir des repas qui, à terme, seront préparés par les mamans ayant reçu la formation nutritionnelle. Parmi toutes les améliorations qu'a connues la communauté du 24 décembre, l'eau courante tient une place de choix. Bueno, es que el cambio de la comunidad fue cuando llegó el agua, porque antes nosotros de la comunidad de abajo de Santa Rosa cargábamos en bidones o en motor así en manguera. Y no lavábamos pues así del momento, teníamos que lavar en tina. No era muy bien para la salud porque esa agua nosotros la estancábamos y a veces venían enfermedades como el cólera, como el dengue, porque de las aguas estancadas que nosotros teníamos nos pincaban los zancudos. Entonces con la llegada del agua nos cambió bastante, pues, ¿no? Es mejor, más rápido, ya lavamos, ¿no? Más limpio para el desagüe nuestro inodoro. Entonces ya no es muy, ya no trae enfermedad y ahí ha cambiado la vida para todos, pues, ¿no? Entonces 24 de diciembre está acelerando en sus avances y eso nos siente, bueno, a menos yo como una comunitaria más acá me siento feliz porque es algo de progreso para nosotros mismos, pues. Aquí está nuestra ducha, ahí cae el agua de la ducha. Ahí cae nuestra ducha, ¿no? Ahí está. Ahí este es para nuestra ducha, para bañarnos. D'autres familles n'ont pas cette chance de disposer de l'eau courante. C'est le cas des habitants qui vivent plus haut, en allant vers le sommet de la colline. Y algo así ocurrió en el 2002, en el 2005. Los hijos de acá, de esta comunidad que es 24 de diciembre, son los hijos que han invadido la parte de arriba, la parte final del cerro, justamente, son los hijos de acá. O sea, se casaron, se juntaron aquí, entonces han hecho una nueva comunidad, ¿no? Que es la extensión de esta. Y es una otra generación, o sea, ¿no? Y es otra generación los que están arriba, ¿no? Y igual han negociado con la junta directiva de acá para poder tener el acceso al desagüe y al agua, ¿no? Porque al final son familias, ¿no? Son familias. Y más o menos por ahí está el desarrollo. Nous sommes ici à 15 000 km de la Belgique. Je me demande comment les populations locales perçoivent cette aide internationale. Quel est aussi le sens d'aider cette communauté-ci, alors que tant d'autres éprouvent les mêmes besoins? Siempre creo que
veo la cooperación como la oportunidad de desarrollo, de poner en vitrina las experiencias de un pueblo hacia otro pueblo, hacia otro mundo, ¿no? De que vean también cuál es nuestra forma de vida, nuestras costumbres, ¿no? Nuestra forma de organizarnos, de trabajar, y cómo la motivación, la actitud de esta gente para salir adelante, luchar, no quebrantarse, ¿no? Frente a las dificultades. Y a mí me motiva mucho cuando veo una madre que viene cargando su bolsa de mercado, su bebé encima, y llega a casa y sigue cocinando, una cosa así, ¿no? Es muy agradable entregar a la cooperación internacional estas experiencias, creo. Ahí mazamorra, harina, tienes que batirle bien así masita.